Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marie Seroni, ami, confrère, partenaire, et nous sommes très heureux de l'accueillir pour la sortie de son livre sur l'Odyssée paysanne. Un très beau titre, un très beau livre, très intéressant, et donc je lui laisse la parole. Alors, je vais tout de même faire une petite introduction au titre de la 4AF qui a organisé ce petit déjeuner ce matin, et je vous, au titre de cette association, je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous, et vous remercie de nous avoir rejoints pour ce petit déjeuner. Je rappelle l'existence et le rôle de l'Association des Amis de l'Agriculture, de l'Académie de l'Agriculture, qui, vous le savez, a pour objectif de créer des passerelles qui relient les organisations professionnelles, les entreprises et toutes les parties prenantes extérieures avec l'Académie d'agriculture, dynamisant en cela leurs relations. Je dois tout d'abord vous demander d'excuser notre président Alain-Jean Roy, qui, retenu par un conseil d'administration de France Mix Campus, ne peut animer comme traditionnellement notre rendez-vous, et il m'a donc demandé de le remplacer. Je suis le secrétaire de cette association 4AF et je m'appelle Éric Devron. Ce début de matinée, comme l'a introduit le président, sera donc consacré au dernier livre de notre ami Jean-Marie Seroni. Donc, 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. Mais en premier lieu, je voudrais faire un rappel pour ceux certainement rares qui ne connaissent pas Jean-Marie Seroni. Il est ingénieur agricole de formation et expert comptable. Jean-Marie Seroni accompagne depuis 40 ans le monde agricole et les agriculteurs dans leur développement. Jean-Marie a occupé plusieurs fonctions de direction dans les organisations agricoles, dans la banque, l'administration, le conseil. Il est aujourd'hui un agroéconomiste indépendant reconnu. Dans ses ouvrages récents, je cite les trois derniers, l'agriculture, une diva réveillée, puis vers un Big Bang agricole, révolution numérique en agriculture, et enfin, PAC et mondialisation, une agriculture toujours commune, point d'interrogation. Il s'attache, dans ses ouvrages, à décrypter les perspectives et les enjeux de l'agriculture. Enfin, il est membre de l'Académie d'agriculture, dont il est responsable de la section économie et politique agricole. Pour en revenir à ce qui nous réunit ce matin, dans son dernier ouvrage 2041, l'Odyssée paysanne, Jean-Marie fait tout d'abord un constat. Puis il dresse des perspectives pour l'évolution de nos modèles d'agriculture, d'alimentation et plus largement de société. Plus précisément, alors que l'agriculture et l'agroalimentaire sont au cœur de mutations dont les injonctions et les contraintes semblent contradictoires, Jean-Marie propose un éclairage pragmatique fondé sur les réalités d'un secteur complexe. Considérant que ces enjeux agricoles et alimentaires touchent à la fois à l'environnement et à la santé, il est important de pouvoir distinguer ce qui est du ressort de l'émotion de ce qui est rationnel et factuel. Ainsi, ce livre nous apporte sur nombre de ces questions les clés d'une meilleure compréhension et analyse. Il est de nature à promouvoir des solutions concrètes et étayées aux décideurs, aux consommateurs et plus largement aux citoyens. Je rappellerai pour le bon déroulement de cette session que nous clôturerons précisément à 10 heures, la salle étant occupée juste après notre petit déjeuner, et nous regrouperons les questions après l'intervention de notre invité. Je laisse la parole à Jean-Marie pour nous présenter plus précisément son ouvrage. Merci Jean-Jacques et merci Eric pour ces propos introductifs aimables et agréables à écouter et qui flattent mon ego. Ceci étant, et merci à vous tous et peut-être à vous toutes, oui si je vois Martine, d'être venus ce matin. Oui, je vais vous, je pense une demi-heure, je m'arrête si je suis un peu long, une demi-heure, vous présenter le livre, qu'on ait un bon temps de discussion. Quel est le parti du livre? Pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord, je l'ai écrit parce qu'on me l'a demandé, mon éditeur, la France Agricole, mais l'ambition que je poursuis en travers ça, c'est d'abord d'essayer de faire un livre, j'espère que c'est réussi, je crois maintenant, parce que ça fait déjà 1 mois et demi qu'il est paru, et qui soit lisible par tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Bon, il paraît qu'il est quand même un petit peu dense, mais j'ai des amis qui sont pas du tout dans le métier qui l'ont lu, notamment un qui avait été un des relecteurs initiaux, justement,
pour garantir ça. La deuxième chose, c'est que j'ai voulu faire un livre tourné vers l'avenir, bien sûr, 2040, 2041, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Souvent, on me demande pourquoi 2041. Je l'ai expliqué tout seul en me disant 2041, l'Odyssée de l'espace. Voilà, c'est le clin d'œil. J'ai voulu faire un livre tourné vers le futur, mais qui n'est pas un livre de prospective au sens classique de la prospective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario. Je me suis intéressé beaucoup aux tendances. Tu as l'amabilité de dire que depuis très longtemps, je m'attache au décryptage. Et c'est ça. Je me suis dit, voilà, quelles sont les tendances importantes? Le but pour moi, au bout du bout, étant d'apporter une contribution au monde agricole, principalement aux agriculteurs, mais aux gens, aux organisations agricoles et aux gens qui gravitent autour, de telle manière qu'ils voient, et que ça les éclaire, que ça les aide à comprendre quelles sont les marges de manœuvre dont ils disposent pour piloter leur entreprise. Voilà, ça a l'ambition, je ne sais pas si c'est réussi, mais ça a l'ambition d'être un livre pour l'action. Donc ça ne décrit pas un paysage, ça décrit des vents, des dynamiques, d'où le terme de l'Odyssée d'ailleurs, hein, des dynamiques en cours. Voilà, et j'ai essayé, je me suis attaché sur les sujets à prendre de la profondeur historique. Il y a certains sujets où je remonte assez loin dans le temps, parce que je ne crois pas qu'on ne puisse pas comprendre le présent et encore moins imaginer le futur si on ne comprend pas très bien pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui. Et puis, je me suis intéressé principalement à ce que je connais, qui est le secteur de la production agricole française. Alors, parfois, on me le reproche. Alors, je m'intéresse bien sûr au monde parce que l'agriculture française, elle est dans le monde, mais mon sujet n'est pas l'agriculture mondiale. Et je m'intéresse bien sûr à l'amont et surtout à l'aval de l'agriculture, à ses marchés, donc le consommateur, même si ce n'est pas le sujet principal de mon livre. Et donc, notamment, je parle énormément de la transformation. Je ne suis pas sur la chaîne alimentaire, je suis sur la production agricole. Je regarde la chaîne alimentaire dans les conséquences qu'elle peut avoir sur la production agricole. Il y a des chapitres courts, hein, le livre doit faire 200 pages, je crois, il y a 25 chapitres, et qui peuvent se lire chacun indépendamment. C'est 25 focus, organisés de manière classique, hein, un bilan, où on en est, je vais en parler rapidement. Le gros du livre et de ma réflexion sont les forces en présence, et donc ça m'a amené à un exercice pour moi passionnant. C'est-à-dire que je suis sorti de ma zone de confort, c'est-à-dire que je parle de sujets que je ne connais pas très bien, que j'ai approfondi, bien sûr. Hein. J'ai essayé de ne pas dire n'importe quoi. Et puis, j'avais un relecteur qui est Christian Huyghe, donc sur ce que je dis sur la recherche, je pense que c'est… Enfin, je l'ai fait valider, quoi. Hein. C'est Christian qui l'a relu attentivement, notamment sur la recherche, parce que je crois beaucoup que l'avenir, la science, les sciences du vivant, globalement, et les sciences des organisations, d'ailleurs les sciences de gestion, vont être, on en a énormément besoin dans l'avenir de l'agriculture. Donc, j'y ai passé pas mal de temps. Et puis, le troisième volet, c'est en gros, quels sont un peu les horizons. Sur le bilan, j'essaie de répondre à 3 questions. C'est est-ce que les Français sont contents de leur agriculture? La deuxième question, c'est est-ce que les agriculteurs sont contents de leur sort? Au-delà du fait qu'ils râlent tout le temps, sinon ce ne seraient pas des agriculteurs, ni des Français, ni des agriculteurs. Et la troisième question, c'est est-ce que la France est satisfaite de son agriculture? Alors, je vais vous la faire très rapide. Sur la première question, bien sûr, la réponse, tout le monde la connaît. Hein, les Français sont amoureux de leurs agriculteurs, des agriculteurs et des agricultrices, et très critiques sur les pratiques agricoles. Je remonte plusieurs sondages, c'est clair. Par contre, j'insiste sur un élément, et qui à mon avis a été une des raisons de certains malaises actuels, c'est une divergence de plus en plus importante entre ce que les uns et les autres, entre les Français et les agriculteurs, pensent les uns des autres. Il y a par exemple un sondage assez récent, il y a plus de la moitié des consommateurs qui pensent connaître les agriculteurs. Quand on dit à monsieur et madame tout le monde, est-ce que vous connaissez les agriculteurs? Il y en a à peu près la moitié qui disent oui. Et quand on demande aux agriculteurs, est-ce que vous pensez que les Français vous connaissent? Il n'y a que 10% qui répondent oui.
Hein, et deuxième chose, quand on demande aux agriculteurs, est-ce que vos pratiques, est-ce que dans votre métier, vous réduisez l'impact environnemental? Même si j'expliquerai après que je pense que ce n'est pas vraiment une bonne question de réduire l'impact environnemental, la problématique n'est pas là. Mais est-ce que vous réduisez l'impact environnemental? Il y a 86% des agriculteurs, donc 9 sur 10 en gros, qui disent oui. Et quand vous demandez aux Français, est-ce que vous pensez que les agriculteurs réduisent leur pratique environnementale? Il y en a moins d'un quart, 24% qui disent oui. Donc, il y a vraiment un décalage entre la perception des uns et enfin, dans l'altérité des deux côtés. Et je crois que c'est une des origines. Deuxième question, c'est est-ce que les agriculteurs sont contents de leur sort? Bon, je montre, donc là, il y a pas mal de données économiques, hein, puisque c'est quand même le cœur de mon métier. En fait, le revenu agricole français n'a jamais été aussi élevé par agriculteur. Et 2022 ne va pas déroger à la règle. Hein. La crise agricole 2022, ça va être le manque de fiscalistes. Hein. C'est pas autre chose. Contrairement à tout ce qu'on a pu raconter, notamment au printemps. Donc 2023, ce sera plus compliqué. Et donc, sur 40 ans, hein, j'ai toujours des séries assez longues, sur 40 ans, le résultat par agriculteur hors inflation a été multiplié par 3. Alors que le revenu des Français, sur la même période, a doublé. Donc, il y a une petite réduction de l'écart, même s'il est important. En euros constants. Oui, en euros constants. Bon, j'explique tout ce que vous connaissez, la baisse du nombre d'agriculteurs, tout ça. Les difficultés liées à la compétitivité. En 1960, pour produire 100 de production agricole, quel que ce soit d'après les chiffres du CES et de l'INSEE, hein, des choux, des navets, du vin et des vaches, pour produire 100, il fallait 40 d'intrants. Aujourd'hui, pour produire les mêmes 100, il faut 60 d'intrants. Donc, le revenu augmente parce que la production par agriculteur augmente, mais les marges sont plus étroites et donc le risque, la difficulté, c'est plus difficile. Et ce décalage, il est dû à des effets de ciseaux de prix. Quand on regarde l'efficacité du facteur de production intrant, elle est la même. En volume, elle est la même. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas de gain d'efficacité. C'est des écarts de prix. Et un autre exemple, en 1960, la rémunération des investissements, donc les amortissements, enfin, en comptabilité publique, ce n'est pas les amortissements, mais ça revient à la même chose, ça consommait 10% de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, ça en consomme 40%. Ouais, les amortissements. Hein. Ouais. Donc, il faut plus de moyens de production. Et donc, ça veut dire, au bout du bout, tout ça, comme les volumes augmentaient, hein, la productivité du travail a été multipliée par presque 10 en 50 ou 60 ans, ça veut dire que ceux qui fonctionnent bien fonctionnent de mieux en mieux, et ceux qui sont justes sont de plus en plus justes. Et les écarts de revenus, puisque la crise agricole, quand on dit que le résultat augmente, il n'a jamais été aussi élevé depuis 15 ans. Hein, depuis 15 ans, vous verrez dans le livre, les courbes sont très nettes. Hein, depuis 15 ans, le résultat par agriculteur augmente régulièrement avec des variations interannuelles très fortes. Mais la tendance est très nette. Et donc, le métier est plus difficile, puisqu'il y a des variations qui sont dues à la dérégulation hein, des prix ou à l'ouverture des marchés, qui pèsent à la fois sur les intrants, le prix des intrants et le prix des produits, et puis vraisemblablement les rendements, enfin vraisemblablement, certainement, enfin ça s'est prouvé, les rendements qui sont plus variables avec des effets de changement climatique. Et donc ça veut dire que et pourquoi donc il y a une crise? Parce que d'abord c'est plus difficile puisque ça varie l'année sur l'autre. Donc il faut piloter, il faut vraiment piloter. Il ne suffit pas de faire comme on a toujours fait. Et puis la deuxième cause de cette crise, c'est que les écarts de production, enfin pas les écarts de production, les écarts de résultats entre les agriculteurs, je le montre de manière très détaillée dans une annexe du livre, les écarts entre les agriculteurs sont de plus en plus importants. Et donc ça veut dire que les bonnes années
les meilleurs, entre guillemets, hein, les 25 ou encore plus les 10% qui ont les meilleurs résultats, ces résultats augmentent encore plus. On sait bien que c'est dans les périodes perturbées que les fortunes se sont créées. Hein. Donc, plus c'est compliqué, plus il y en a qui marchent bien. Et en même temps, plus c'est compliqué, plus il y en a qui plongent. Et on voit bien que les bonnes années, le revenu est tiré par le haut par ceux qui ont les meilleurs résultats, et les années les plus basses, ceux qui ont les meilleurs résultats, ça descend. Par contre, ceux qui ont les plus mauvais résultats, ça plonge de manière vertigineuse. Donc là, pour moi, la crise, elle est là, et on verra tout à l'heure en politique publique des questions que ça pose et auxquelles on ne répond pas aujourd'hui, puisque la politique publique, elle est toujours basée, et on en a eu un parfait exemple hier avec les présentations du RGA, elle est toujours basée sur les moyennes. Alors que le problème qu'on a, c'est pas un problème de moyenne, c'est un problème de réduction des écarts. Et puis, le dernier élément sur est-ce que la France est satisfaite de son agriculture, bon là, je vais sauter, hein, vous connaissez. Là, j'explique comment dire, les difficultés du commerce extérieur, le fait que notre production est de moins en moins adaptée à notre consommation. Donc, on importe de plus en plus. Hein, et le fait qu'on notre solde diminue, c'est pas qu'on a des problèmes d'exportation. Hein, c'est sur nos importations qui augmentent. Et pourquoi nos importations augmentent? Quand on regarde, en fait, la vraie raison, c'est qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. En gros, on exporte de la qualité et on importe du prix. Donc, c'est une vraie question sur nos structures de production. Et c'est un coup de pied de l'âne, d'ailleurs, à la montée en gamme, qui n'est pas une absurdité. Mais pour moi, ce qui est absurde, c'est la monopolisation, la focalisation unique sur le phénomène de la montée en gamme, alors qu'on importe du milieu, voire du bas de gamme. Voilà à peu près sur le bilan. Sur les enjeux, vous les connaissez. Pour moi, il y a deux grands enjeux. C'est la démographie, c'est-à-dire nourrir sainement une population mondiale qui augmente et une population européenne qui va baisser et qui augmente en âge. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la logique du Green Deal qui est fortement critiquée si on n'intègre pas que le marché européen, que la consommation européenne va baisser, et à mon avis assez fortement. Les études qui sont faites pour le Parlement européen le démontrent. L'Europe du Sud et l'Europe de l'Est perdent déjà des habitants. Bon, il y a une partie qui est compensée par l'immigration, hein, mais on a aujourd'hui en Europe un enfant et demi par femme. Alors qu'il en faut 2,1 pour se maintenir. Donc, en France, on n'a pas cette vision puisqu'on ne perd pas des habitants, on continue à augmenter en habitants. Mais l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, l'Italie perdent des habitants et l'Europe de l'Est aussi, hein, depuis quelques années. Donc, au niveau global de l'Europe, il y a ce premier phénomène qui est en partie tamponné par l'augmentation de la durée de vie. Et donc, l'augmentation de la durée de vie, diminution de la population, ça veut dire augmentation de la moyenne d'âge. Et donc, ça veut dire évolution de la consommation. Moi, je vois 65 ans, 66 ans maintenant, je consomme moins que quand j'avais 40 ans, c'est clair. Même si je consomme peut-être trop, me dit ma femme. Mais encore un peu trop, voilà. Mais je dis, je suis solidaire des paysans, hein, il faut bouffer. Allez, on y va. Mais voilà. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est la lutte contre le gaspillage, qui va sans doute quand même prendre de l'importance, ne serait-ce que par son impact sur le bilan carbone. Et en France, alors, entre perte et gaspillage, en fait, on gaspille. Les pertes ne sont pas tellement à la production, elles sont en France, elles sont après la production. L'équivalent, d'après les estimations de l'INRAE, 20% de la production agricole. Si on diminue de moitié, on diminue le gaspillage de moitié, on se secoue un peu, on va y arriver. Ça veut dire qu'il y a 10% de la production qui n'a plus de marché. Si on perd 20% et qu'on diminue cette perte de moitié, ça fait 10% de pertes qu'on n'a plus. Et donc, ça fait 10% de ce qui est produit. Il n'a plus de marché. Voilà. Et donc, sur lequel il faut trouver un débouché extérieur. Ce qui veut dire, à contrario, que quand on reproche au Green Deal d'éventuellement, ce qui à mon avis n'est pas prouvé, mais éventuellement conduit à une baisse de production, même si c'était vrai, ça ne réduit pas pour autant forcément nos capacités exportatrices, parce que notre consommation va baisser. Et le dernier, le quatrième, je crois, élément, j'explique ça en détail, ça me paraît vraiment majeur, ça, puisque c'est le marché des agriculteurs. Ça.
la consommation. Et le quatrième élément, c'est la transition alimentaire, où on va globalement, même si on ne va pas aller à la vitesse que souhaitent les pouvoirs publics, mais on va quand même consommer moins de protéines animales et davantage de protéines végétales. Donc, ça va libérer des espaces, tout ça. Et ces espaces libérés, en politique publique, enfin en stratégie, on a 4 voies. Soit on remet des espaces dans la nature, on ne les cultive plus. Soit on utilise l'espace pour faire autre chose que de l'alimentaire, de l'énergétique, de la bioéconomie, voilà. Soit on continue à produire autant et on augmente nos exportations, si le marché intérieur diminue. Et le dernier élément, c'est on décide de garder à peu près la même surface agricole et on désintensifie un peu. Ça ne sera aucune des 4 voies. C'est un mélange de tout ça. Et à mon avis, le Green Deal, sans le dire, fait déjà un peu des orientations là-dessus. Le Green Deal, que je vous rappelle, a été validé par l'ensemble des chefs d'État. Donc, mais qui a été validé, on ne peut pas le contester, ça a été validé. La France l'a validé. Le Farm to Fork n'est pas encore validé, mais l'orientation Green Deal, l'orientation politique est validée. Et le dernier élément, donc c'est la démographie, et l'autre élément, c'est bien sûr le changement climatique. Et avec cette question, est-ce qu'on peut concilier les deux? Et donc là, moi, je ne suis pas expert en la matière, mais je vois que tous les modèles qui sont faits, les simulations, les prospectives, arrivent bien sûr à la réponse oui. Sinon, on n'aurait qu'à se flinguer si la réponse était non. Donc, la réponse est oui. Et en utilisant toujours, à peu près tous les modèles, utilisent 2 facteurs quantitatifs, à peu près toujours les mêmes. C'est la lutte contre le gaspillage et le transfert protéines animales, protéines végétales dans les pays développés. Augmentation des protéines animales dans les pays émergents. Ce qui fait que la production globale de produits animaux ne va pas baisser. Elle va baisser en Europe, mais elle va augmenter dans les pays en développement. Alors, les grandes tendances. Je me suis intéressé aux demandes de la société, donc principalement alimentaire, avec un gros focus sur nos rapports à l'animal, qui me paraît être, pour l'agriculture française, un élément central en fonction de nos rapports à l'animal. La configuration de l'agriculture française en 20 ou 30 ans sera différente, va être liée à ça, quoi. Jusqu'où la déconsommation de production animale va aller, à mon avis, c'est loin d'être négligeable. Quand on voit les analyses du CREDOC, où il y a à la fois un effet d'âge et un effet de génération. Quand on monte en âge, on consomme moins. Et les gens qui ont 30 ans aujourd'hui consomment moins de viande que nous en consommions quand nous avions 30 ans. Voilà. Donc, ça veut dire ça va, je pense, s'accélérer avec derrière cette question de politique publique. Pour moi, qui est une question de politique publique, c'est est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on l'organise? Au sens, la question n'est pas est-ce qu'on lutte contre, même s'il y a des effets pour stimuler la consommation, etc. Mais bon, ça peut ralentir, mais ça ne changera rien. Mais est-ce qu'on l'organise ou est-ce qu'on laisse faire? Autrement dit, est-ce que dans les zones où on peut faire autre chose que de l'élevage, on a des politiques publiques de transfert pour préserver la capacité d'élevage dans les zones notamment de montagne ou du grand massif central? Je vois mon ami Aveyronais, comme dans l'Aveyron, on ne fait pas que de l'élevage, mais où on ne peut pas faire autre chose. Et puis l'autre élément, c'est que l'élevage, notamment les ruminants, on en a besoin pour valoriser l'herbe, qui par ailleurs est importante sur le bilan carbone, et à part le fait de se mettre à brouter, on n'a pas tellement d'autres solutions, ou alors à faucher l'herbe et en faire autre chose, pas la valoriser par les animaux. Et par ailleurs, on a besoin aussi de ruminants pour reboucler les cycles géochimiques dans l'agroécologie. Et donc, ça veut dire est-ce qu'on privilégie les ruminants et qu'on essaie de diminuer assez fortement les céréales à pâte, c'est-à-dire les porcs et les volailles. Donc, je suis de l'Ouest, je ne suis pas breton, mais je suis quand même pas loin de la Bretagne, c'est un vrai challenge. Et en même temps,
la production de viande blanche coûte moins cher et de manière environnementale, on peut davantage la maîtriser. Voilà, donc là, je n'apporte pas de question là-dessus, je n'apporte pas de réponse, hein, mais ça me paraît une question centrale. L'autre élément, bien sûr, c'est l'individualisation de la consommation alimentaire. Ça, on est tous là-dessus, avec l'étape à venir qui est la nutrigénomique, c'est-à-dire d'adapter notre alimentation à notre propre génétique, avec des tas d'indicateurs qui vont nous nous casser les pieds en disant tu manges trop de ci, tu manges pas assez de ça. Avec le téléphone quand vous passez devant le rayon qui va dire non, tu as déjà bouffé 3 plaquettes de chocolat aujourd'hui, tu te calmes et tu vas acheter un brocoli. Bon, j'ai rien contre les brocolis. Voilà, donc voilà, et tout ça, à mon avis, conduit, cette nutrigénomique conduit à une segmentation, donc on est tous pour la segmentation globalement, mais attention, la segmentation conduit à une augmentation des coûts et à une désindustrialisation, une désoptimisation industrielle. Et dans l'agriculture, d'ailleurs. Et dans l'agriculture. Et ça conduit aussi, je pense, c'est un des éléments qui conduisent au fait que l'aval va être de plus en plus important dans le pilotage de la production agricole. J'en suis absolument persuadé que, alors on dit, ouais, il faut produire sur des cahiers des charges. Ok, c'est bien. Mais il faut être conscient. Mais je pense que d'ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais comment dire, le pilotage par les consommateurs conduit à un pilotage par l'aval de plus en plus important et au fait que si le monde agricole n'y prend pas garde, c'est complètement l'aval qui va prendre la main sur la conduite des affaires agricoles. Et il y a un élément, je fais juste un préalable que j'ai oublié de vous dire. C'est que c'est un livre de prospective, c'est pas un livre, c'est pas un manifeste militant de ma part, même si je peux dans une autre vie être militant. Autrement dit, j'explique ce qui me paraît être en train de se passer. Et c'est pas forcément ce que je souhaite. Je raconte des choses que personnellement je ne souhaite pas. Mais et ça me paraît vraiment très important, ça de faire, quand on fait de la prospective, on n'écrit pas ce qu'on souhaite. Ça, c'est de la politique que j'ai fait par ailleurs à un moment donné de ma vie. Mais la prospective, c'est de dire ce qu'on croit. Le plus probable, hein, c'est quand même très, très différent. On a parfois tendance à mélanger les deux. Ensuite, je m'intéresse, et là, c'est là où je suis sorti un peu de ma zone de confort, déjà sur la consommation, mais beaucoup aux connaissances scientifiques, dont je pense qu'on a des révolutions intéressantes devant nous, intéressantes pour l'agriculture. L'agroécologie comme science. Bon, vous savez que l'agroécologie, c'est des pratiques, c'est un mouvement social, mais c'est aussi une science encore balbutiante. Avec cette difficulté de déployer l'agroécologie, le point qui me paraît central, c'est ce que j'appelle le lâcher-prise. C'est-à-dire que dans l'agriculture conventionnelle, et c'est ce qui s'est passé en gros depuis le lendemain de la guerre, il y avait un phénomène, on avait une action pour corriger ce phénomène. Donc on maîtrisait, on était sous contrainte, enfin on mettait la production sous contrainte. Quand je suis dans l'agroécologie, je gère un écosystème, je gère des équilibres. Donc je pilote, mais je ne contrôle plus. Et à mon avis, c'est ça qui est le frein. Je fais de la psychologie de comptoir là, mais c'est ça j'ai quand même beaucoup accompagné les agriculteurs. C'est ça le frein le plus important dans la pratique, c'est de dire il faut que j'accepte à un moment donné de piloter, mais je ne contrôle plus au millimètre près. Et puis l'autre élément, c'est que on a une action et on a eu plusieurs interventions dans l'académie, je trouve très intéressantes de Bernard Hubert qui l'explique extrêmement bien ça, de dire en fait depuis longtemps la politique c'est de réduire l'impact de l'agriculture et on se trompe. Il ne le dit pas aussi caricatural comment parce qu'il est beaucoup plus modéré. L'impact. Voilà. Ce qu'il dit c'est que l'agroécologie c'est pas réduire l'impact, c'est utiliser l'environnement comme facteur de production. Ce qui énerve beaucoup les écologistes quand on leur dit ça, hein, que l'agroécologie, c'est utiliser la nature comme facteur de production. Mais je crois que c'est fondamentalement ça. Utiliser les processus biologiques, les régulations, les processus dans le sol, comme facteur de production. Et c'est le terme de Michel Griffon d'agriculture écologiquement intensive. C'est-à-dire que l'agriculture écologiquement intensive, c'est l'intensification écologique. C'est intensifier les processus écologiques au bénéfice de ce que l'on cherche, de notre production. Et donc, pour moi, c'est tout sauf une idée rétrograde
c'est au contraire un apport de technologie, technologie du vivant extrêmement important. Et cette dimension systémique, qui était longtemps un des propres des agronomes, devient une dimension essentielle. L'autre élément, c'est la question des microbiotes, où aujourd'hui on en est au balbutiement, aussi bien en médecine humaine que, je crois, demain en fertilisation et en protection des végétaux. Microbiote du sol, microbiote de la rhizosphère, microbiote des tiges, microbiote des feuilles. Donc, quand on aura une meilleure connaissance, on saura mieux le piloter la fertilisation. J'ai tout un moment, je m'amuse un petit peu en disant, mais demain, est-ce que l'agriculteur ne sera pas un pilote de microbiote? De même qu'on fait quelques greffes de microbiotes intestinaux, hein, ça commence. Je crois et les semenciers travaillent d'ailleurs déjà dessus. Hein, je sais pas s'il y a des semenciers autour de hein, les semenciers. Voilà, ben oui, excuse-moi. Les semenciers, j'en ai discuté un peu avec eux, ils travaillent déjà dessus sur la graine, hein, enfin pour inoculer, quoi, hein. Donc c'est quand même important. Et de même, toute la connaissance de l'interaction entre la plante et le sol par les exsudats et les sucres qui sont émis par la plante, qui sont alors je fais un abus de langage, mais un abus de langage justement qui est un langage, enfin c'est pas un langage, mais c'est un émetteur chimique qui transfère une information. Et ça, je pense qu'un jour on saura le maîtriser. Par exemple, ça me rappelle des souvenirs je suis un agronome technique, moi, au tout départ, mais les sols suppressifs par rapport au piétin, vous savez qu'il y a quelques parcelles où le piétin ne prend pas. On sait aujourd'hui que c'est lié, on ne sait pas encore très, très bien comment, mais c'est lié à ces questions de relations de micro-organismes ou la fonte des semis. Voilà, donc tout ça, je pense que c'est vraiment une révolution. Moi, je trouve ça passionnant, mais c'est vraiment une révolution qu'on a devant nous. Christian Blic était un petit peu optimiste sur le pas de temps, mais et également sur la protection phytosanitaire. À partir du moment où on connaîtra mieux et on saura piloter le microbiote des feuilles, c'est évidemment un élément de protection sanitaire. Bon, il y a je parle du numérique, mais rapidement, parce que j'avais déjà consacré un livre, avec la question sur le numérique comme sur le génétique. Est-ce que la société sera un frein ou permettra l'évolution? Et sur la génétique, j'explique, hein, on le connaît tous, hein, nous, ce que c'est que les NBT. Je me permets de dire, moi je peux le faire, d'autres ne peuvent pas le faire, d'expliquer que la NBT, c'est plus propre que les techniques actuelles de bombardement chimique ou de rayonnement pour provoquer de manière aléatoire des mutations. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Que ce n'est pas, que c'est comment dire, après c'est comme outil, c'est qu'est-ce qu'on en fait, mais que la technique, la technologie, et donc avec la question est-ce que l'acceptation par la société, et que le fait de faire moins de chimie ne peut se concevoir, à mon avis, sur le long terme, que une meilleure connaissance des sciences du vivant, j'ai expliqué ça sur les microbiotes, et pouvoir aller plus loin par la voie génétique. Et puis le dernier élément, c'est le dernier élément, c'est l'épigénétique, dans lequel je sais que les organisations d'élevage travaillent, je pense en production végétale aussi, chez moi, regardez en production végétale, mais en production animale travaillent. Donc l'épigénétique, hein, c'est quelque part conceptuellement, on a tous appris, hein, que dans la génétique, que les caractères acquis ne se transmettaient pas. Bon, c'est toujours vrai, mais fondamentalement, ils ne se transmettent pas, mais les conditions, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Enfin, voilà. Donc, on fait un lien entre l'inné et l'acquis par l'épigénétique, et ça se transmet sur une ou deux générations. Et donc, ça permettra des progrès. Par exemple, un œuf qui a connu une phase de froid, on sait aujourd'hui que le poussin résiste mieux qu'un arbre. Alors, de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout forestier, je ne sais pas s'il y a des forestiers autour de la table, mais les forêts sont un élément d'étude faramineux de par la durée. Et on sait qu'un arbre qui a connu une sécheresse il y a 50 ans résistera mieux à une sécheresse aujourd'hui qu'un arbre qui a été planté entre deux et qui n'a pas connu cette sécheresse. Donc, on ne sait pas bien comment, mais on imagine que ça a
un effet, enfin que c'est en lien à ces phénomènes d'épigénétique. Bon, j'ai tout un chapitre aussi sur l'évolution, alors c'est un domaine que je connais mieux, la politique publique. Juste sur l'évolution de la politique publique, il y a juste un point sur lequel je voudrais, parce que je regarde quand même l'heure qu'on ait un temps pour débattre. Il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup. On parle beaucoup des égalimes. Ça marche pas, je ne rentre pas trop là-dedans. Mais j'insiste sur un fait qu'aujourd'hui, il y a au maximum 40% de la production agricole française qui passe par la GMS. Il y en a 60% qui n'y passent pas. Et donc, même si tout était dans le meilleur des mondes sur la GMS, ça ne résout pas le problème de la valorisation de la production agricole. On a toute l'exportation, on a et tout le commerce qui ne passe pas par la GMS, notamment la restauration hors domicile, qui augmente de plus en plus dans la consommation et qui est une source d'importation. Donc, il faut faire attention là-dessus. Ensuite, la dernière partie qui sont les horizons nouveaux. Vers où on peut aller. Je regarde plusieurs points. Un point qui est sur la politique publique, avec ce que j'ai appelé le pari osé du Green Deal, qui personnellement ne me paraît pas du tout absurde, mais qui est un sacré pari, et qui est le pari, ce que j'appelle le pari de la concordance des temps. C'est-à-dire que le Green Deal, je considère que globalement, il est très cohérent, mais s'il en manque un morceau, on court à la catastrophe. Et il est très cohérent si on arrive à faire évoluer à peu près en même temps la demande du consommateur. On voit bien que ça coince, parce que sur le coup, la politique publique est un peu en avance sur le marché, en lui reprochant d'être en retard, elle est un petit peu en avance. L'évolution de la science, pour permettre ces techniques plus naturelles, l'évolution des pratiques et l'évolution diplomatique, autrement dit la protection aux frontières. Si on n'arrive pas à mettre une protection normative aux frontières sur les produits phytosanitaires, si nous, on augmente nos exigences, évidemment, c'est la porte ouverte au torrent d'importation. Donc, tout est cohérent, mais il faut arriver à le mener à peu près de pair. Je m'interroge après aussi sur les objectifs de la politique publique par rapport aux agriculteurs. Et là, je le mets sous forme de question. Est-ce que la politique publique agricole française ou européenne doit s'intéresser à la moyenne ou à la réduction, comme elle fait aujourd'hui depuis toujours, ou à la réduction des écarts, ce qu'elle ne fait pas, et ce qui, à mon avis, est le problème aujourd'hui? Et ça, c'est pas populaire du tout, ni aux yeux du ministère, ni aux yeux des syndicats, hein, parce que ça veut dire reconnaître qu'il y en a qui sont bons et ceux qui sont pas bons, et qu'il faut, laisser les bons tranquilles, les laisser évoluer et accompagner ceux qui sont plus en difficulté. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément de politique publique, c'est est-ce que la politique publique agricole, elle est là pour soutenir le revenu, c'est-à-dire, une autre façon de le dire un peu brutale, maintenir le statu quo, ce qu'en gros on fait, particulièrement en France, ou est-ce qu'au contraire, elle est là pour accompagner les transitions? Et on voit bien, là, il y a une petite inflexion un petit peu sur l'accompagnement des transitions, mais on est quand même encore beaucoup sur l'accompagnement du statu quo. Et puis enfin, toujours sur deux questions sur la politique publique liées au changement climatique. Est-ce que l'urgence climatique annoncée par le GIEC, si elle est vraie, que je serais tenté de penser, mais je ne suis pas capable, si elle est vraie, pour moi c'est clair, le marché ne répondra pas. Donc il faut une certaine radicalité dans la politique publique. Ce qu'on peut appeler la planification écologique. Enfin, l'évolution naturelle des entreprises. Et il se trouve que je participe à quelques groupes de réflexion, notamment avec le journal Les Échos, là où il y a des grands groupes agroalimentaires.
la dernière réunion, il y avait des secrétaires généraux et en gros, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, si c'est aussi brutal à faire, nous, on ne pourra pas le faire. Enfin, on n'ira pas tout. Moi, je ne prendrai pas le risque, le directeur a dit, ou le secrétaire, moi, je ne prendrai pas le risque dans mon entreprise de faire une évolution rapide, n'étant pas sûr que les autres fassent pareil. Donc, il faut que l'État nous l'impose. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça, en petit cercle. Hein. Mais c'est une vraie... et on voit bien, d'ailleurs, dans les postures un peu politiques, quand même, que ça se dessine un peu doucement. Quoi. Ça fait peur à tout le monde, mais voilà, il y a une certaine quand même radicalité dans le... Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une planification puis qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait Et l'autre élément, c'est la question du territoire. Je pense, pour des raisons techniques, des raisons de marché, que les agricultures seront de plus en plus situées, de plus en plus différentes d'un territoire à l'autre. Elles sont déjà différentes, mais on cultive un blé aujourd'hui, chez moi, dans la plaine de Caen, là où j'étais avant en Picardie, ou dans ma zone d'origine du sud-ouest, le plateau de l'Ouraguais, tous ces coins-là, presque de la même manière. Pas tout à fait, mais presque. Dès lors qu'on va être sur des processus beaucoup plus naturels, avec moins d'intervention chimique, plus de régulation naturelle, on sera bien amené davantage à prendre en compte le contexte pédoclimatique local. Donc, on va être situé. L'alimentation, les chaînes alimentaires, on sent bien, même si à mon avis il y a beaucoup de fantasmes, il y a quand même une certaine réalité de différenciation locale. Donc tout ça va amener à un pilotage territorial, davantage territorialisé de l'agriculture. Comment on pilote ça politiquement? Et on sent bien que l'État a du mal à lâcher prise par rapport aux régions. On a vu tous les épisodes sur la PAC. Et on sent bien que les organisations agricoles se bagarrent pour garder une centralisation forte. Donc, on a toute cette question, comment on s'organise sur les territoires. Ensuite, sur la partie, pour terminer sur la partie strictement agricole, moi, je pense qu'on va vers des exploitations de plus en plus variées, une diversité croissante. C'est un peu ce qu'on disait hier, moins il y a d'agriculteurs, plus c'est différent. Mais je crois que oui. On va avoir des différences de plus en plus fortes sur les systèmes techniques, sur les modes d'organisation, sur les systèmes capitalistiques. On va avoir une agriculture de plus en plus hybridée, avec la séparation entre les fournisseurs, la production et l'aval, qui sera beaucoup moins tranchée qu'aujourd'hui. On commence à avoir des fournisseurs et surtout de l'aval qui prennent des participations ou qui accompagnent plus fortement la production. Des systèmes d'intégration, bien sûr, mais des systèmes qui se rapprochent de franchise. Et donc, que la répartition capital, travail, compétences, qui était quelque part groupée dans l'exploitation conjugale, enfin à deux, on retrouve des systèmes complètement éclatés. Il y a des signaux faibles. Hein. Je prends un exemple, c'est la fameuse compagnie des amandes là, de l'ancien ministre, qui amène aux producteurs un savoir-faire, ou les glaces qui sont faites à la ferme, on leur amène le franchiseur quelque part, c'est pas le mot, mais c'est ça, leur amène une technique, un savoir-faire, éventuellement des clients, une marque, et l'agriculteur fait. Mais le problème de monter en compétence ne se pose pas puisque c'est comme dans les systèmes de franchise, le franchiseur qui l'amène. On voit des startups qui se montent, ceinture verte ou des choses comme ça, qui font un peu la même chose par rapport à tout cet enjeu périurbain. Et ce qui me semble accélérer ce phénomène, c'est 3 nouveaux marchés. Le carbone, la proximité, notamment l'histoire des cantines, la proximité et les services environnementaux. Et tout ça fait qu'il y a un mouvement embryonnaire aujourd'hui d'organismes qui se mettent pour organiser ça. Alors, il y a d'un côté le système agricole qui essaye, et puis il y a tout un univers de start-up ou d'entreprises qui se montent. Et donc, si le monde agricole ne va pas assez vite, ces partenariats vont accélérer un pilotage par l'aval. Et le mot de la fin, vous l'avez peut-être senti, c'est que moi je suis convaincu qu'on va vivre
les 20 ou 20 prochaines années, d'où l'horizon 2040, hein, une évolution dans l'agriculture qui, à mon avis, sera plus importante que la révolution silencieuse des années 50. Parce qu'elle est plus complexe. Et parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Et dans l'Odyssée, Ulysse a traversé des tas d'épreuves. Il savait où il allait, il rentrait chez lui, à Ithaque. Et les épreuves, il les a traversées par son intelligence et avec l'aide des dieux. Les agriculteurs d'aujourd'hui, mais ils ne connaissaient pas le chemin pour rentrer chez lui. Les agriculteurs, je pense aujourd'hui, le monde agricole français, sait à peu près où on va. On sait à peu près où on va. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le voir. Exactement comme en 90, avec la réforme de la PAC et l'ouverture des marchés. Tout le monde savait très bien qu'on allait vers l'ouverture des marchés. On a mis 20 ans pour l'accepter. Et c'est là qu'on a décroché. Là, on sait très bien qu'on va vers une agriculture moins chimique. Vous remarquerez, je n'ai jamais employé le terme agriculture biologique. Je pense qu'on va vers sur les processus biologiques, c'est pas l'agriculture biologique. On va vers une agriculture moins chimique. On ne veut pas le comprendre. Enfin, on ne veut pas le comprendre. On l'a très bien compris, mais on ne veut pas l'admettre. Et donc, j'espère qu'on ne mettra pas 30 ans pour accepter cette évolution. Et donc, on sait où on va, à peu près comme Ulysse. On ne sait pas précisément, on ne sait pas comment on y va. Mais nous, on n'a pas les dieux, même si on a nos spiritualités individuelles, mais on n'a pas les dieux de la mer, les dieux. On a bien mieux, on a la science. Et donc, je suis raisonnablement optimiste. Merci. Oui. Merci pour cette présentation, ce résumé d'un livre qui est très dense. Contrairement à ce qu'elle peut dire Jean-Marie, il est tout de même facile à lire parce qu'il est, pour nous qui sommes spécialistes des questions agricoles, il nous attire et il nous renseigne sur des sujets que nous connaissons. Dans tous les cas, nous connaissons les questions et une partie des réponses apparaît dans cet ouvrage. Il y a aussi beaucoup de statistiques et de faits, ce qui donne, je dirais, de la tangibilité aux points qui sont évoqués. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou à qui je vous encourage à le faire et à le conserver proche de votre bureau, il est peut-être une référence quotidienne. Et je me permets, pour ceux qui sont dans la salle, l'Académie, on a qu'elle met en vente. Si vous voulez l'acheter, l'Académie, j'en ai fait un don à l'Académie qui peut vous en vendre. Voilà, donc c'est indispensable, je pense, pour toute personne qui est intéressée par les questions agricoles et alimentaires et plus largement les questions de société. Vous trouverez des éléments de réponse et on pourra revenir encore quelques années sur cet ouvrage pour éclairer nos chemins respectifs. J'aurais une question très générale, mais je la conserverai pour la fin. Et je vous invite à poser vos questions. Pour ceux qui sont en visioconférence, levez la main et notre secrétaire perpétuel nous transmettra les questions. Et dans la salle, vous levez tout simplement la main et on vous distribue la parole. Donc on commence par monsieur, peut-être. Merci. Ça donne envie d'acheter votre livre. Oui, vous avez évoqué la baisse de consommation de produits de l'élevage, notamment de la viande. Bon, je suis de la section élevage. Il semblerait qu'il y ait une préoccupation importante au niveau des ruminants vis-à-vis du méthane, notamment réchauffement climatique. Mais d'après ce que vous dites et les baisses de consommation, est-ce que ça n'est pas plutôt une préoccupation diététique qui va faire baisser la consommation plutôt qu'une préoccupation environnementale de la part des consommateurs? Alors, merci. Merci de votre question. Ce que je développe dans le livre, parce que je me suis beaucoup intéressé à la question animale. En plus, j'ai travaillé longtemps dans le département de la Manche, premier département laitier de France. Donc, je suis, même si je suis de formation plutôt production végétale, j'ai trempé dans les productions animales pendant plus de 20 ans. C'est tout ça, en fait. Les gens qui… c'est pour ça que je pense que ça va aller vite, parce qu'il y a plusieurs choses qui se coordonnent. Il y a un sentiment diététique, nutritionnel, en fait. Voilà, pour employer un mot neutre, nutritionnel. Il y a pour certains, et je crois qu'on ne doit pas le négliger, une question morale. Il y a une espèce de communauté. La nouveauté, c'est qu'il y a cette espèce de montée d'un sentiment de communauté morale entre les animaux que nous sommes et les autres animaux. Je ne suis pas en train de prêcher le véganisme, hein, mais ça joue, ça travaille en profondeur, cette affaire-là.
et à mon avis dans la durée. Et la troisième aspect, c'est ce que vous évoquez, hein, l'agriculture, enfin l'alimentation, c'est 25% des gaz à effet de serre en France. L'agriculture, c'est 20%, hein, donc 20% agriculture, 5% transformation et commercialisation des produits agricoles. Donc 20% c'est l'agriculture. Et dans ces 20%, l'agriculture, en gros, c'est 40% de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre agricoles, pardon, d'origine agricole, c'est 40% de méthane, 40% de protoxyde d'azote et 20% de CO2. Avec cette particularité, vous savez que le méthane a cette particularité d'avoir une durée de vie dans la haute atmosphère courte. Donc, la réduction du méthane a un effet de retour sur investissement rapide. On arrêterait le protoxyde d'azote total et le carbone total. Dans 50 ou 60 ans, les effets de serre seraient les mêmes. Par contre, sur le méthane, je crois que c'est de l'ordre de la décennie. Hein. Donc, ça va très vite. Donc, il y a ça qui joue, et on verra sur le méthane. Je reviendrai un petit peu sur... Et puis, le dernier élément, qui est aussi important, notamment, je vois quand je discute avec mes jeunes adultes d'enfants, il y a un aspect de solidarité aussi qui joue, solidarité mondiale. On sait que la planète ne supportera pas une diète alimentaire mondiale égale à la nôtre. Donc, il y a une espèce Et alors, sur le méthane, il ne faut pas qu'on arrête les bovins, mais bon, il y a aussi des voies de réduction du méthane dans l'élevage. Il y a des voies dans les pratiques d'élevage, notamment la durée de vie des animaux, le renouvellement. Il y a tout un chemin là-dessus, à mon avis, assez rapide, des modifications assez profondes, mais qui ne sont pas très complexes, sur lesquelles il n'y a pas de difficultés techniques. Après, il y a la voie alimentaire. Il y a la voie microbiote aussi. On peut sans doute intervenir dans le rumen pour avoir des choses moins méthanogènes, notamment davantage de lipides. Et voilà. Et puis peut-être la génétique, mais là, c'est un peu plus long. Merci. Gilles, pardon. J'avais vu la main de Gilles peut-être se lever en premier. Et appuyer sur le D. T'appuies sur le... La rouge s'allume. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Est-ce que tu as eu l'occasion d'étudier l'agriculture régénérative pour faire ton bouquin ou tu n'as pas du tout, ou tu t'y es pas encore intéressé? Parce que par rapport à ce que tu disais à la fin, tu disais on va vers une agriculture beaucoup plus intégrée avec une force avec un système qui va quasiment ressembler à un système de franchise. Et quand on voit, c'est très intéressant de voir que l'agriculture biologique que tu n'as pas voulu évoquer, elle est issue de la Confédération paysanne de petits agriculteurs, alors que la agriculture régénérative est issue des multinationales et des grandes agroalimentaires. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont créé ça, parce qu'ils veulent sortir de cette dialectique du bio et pouvoir maîtriser leur propre développement en mettant en place un système que si j'ai bien compris, c'est celui que tu as évoqué. Et j'ai une deuxième question, c'est par rapport à la montée en gamme. Tu disais la montée en gamme coûte très cher parce que on vend à l'exportation que des produits de haut de gamme, et du coup, on est obligé d'importer de plus en plus de produits venant pour l'essentiel du marché, c'est-à-dire la consommation courante. Et quand on voit qu'au niveau de la Commission de Bruxelles et de l'Europe, on est en train de pousser la montée en gamme en demandant que les produits agriculture biologique représentent 25% des surfaces, même on parle aujourd'hui de 100% des surfaces, ben ça veut dire que c'est une montée en gamme généralisée. Et je pense qu'on aura les mêmes problèmes que tu as évoqués tout à l'heure, qui sera encore plus accentué. Plus on augmente la part de l'agriculture biologique, plus on aura ce problème de déséquilibre avec une exportation nécessaire des produits biologiques et une importation de plus en plus importante pour la consommation de base. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. J'ai compris. Alors, sur la première partie, sur ta première question, est-ce que je me suis intéressé à l'agriculture régénérative? Oui, et je partage complètement
ton analyse sur la partie régénérative. Sur le bio, bon, la Confédération paysanne, bien sûr, a prospéré en partie sur le bio, mais elle n'est pas à l'origine du bio. Enfin, c'est plus. Oui, voilà, je sais pas. Bon, mais c'est pas. Est-ce que j'en parle dans le livre? Non, et volontairement. Je ne parle d'aucun système biotechnique. Je me suis intéressé plus, et c'est pas méprisant ce que je vais dire. Je me suis intéressé plus à la fois aux tendances de fond techniques. Après, le bio, ça c'est un ensemble de techniques, mais je me suis intéressé plus à ce que ça voulait dire sur les techniques, et je me suis intéressé au jeu des acteurs. Mais au jeu des acteurs. Donc j'étais vraiment sur les tendances. Après, les processus que ça prend, bien sûr, je suis parti de là dans la réflexion, mais je ne m'y suis pas, je l'ai pas repris dans le livre. Et sur l'agriculture régénérative, je suis moi personnellement et par rapport à avec l'argument que tu évoques, je suis estomaqué par le succès que ça a dans les organisations agricoles. Ils ne voient pas ce que tu viens de décrire, qui me paraît d'une évidence absolue. Et je ne comprends pas. Il y a un effet de mode absolument phénoménal là-dessus. De même que je ne parle pas du tout de la CS. J'en parle. Je parle du sol. Je ne parle pas sur économie de l'agriculture. Ce sont les lecteurs qui le diront. Mais en tout cas, c'était pas dans le. C'était pas le projet. Enfin, mais oui, mais je suis au départ. Enfin, je pense que ça se ressent dans le livre pour les gens qui me connaissent. Je suis arrivé moi sur le cours de ma carrière dans l'économie, mais au départ, moi, je suis un technicien du sol de la plante dans ma formation. Je suis désolé, je vais faire le gendarme du temps, mais si on veut que tout le monde puisse poser ses questions, je laisse la parole à Claude. Oui, il me semble avoir compris que tu nous disais qu'il serait bon, il est bon que les productions se fassent dans les régions les plus propices pour que ce soit fait au moindre coût pour le même résultat. Et à côté de ça, il y a une tendance qui dit qu'il faut produire et consommer local. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction? Total. Et alors moi, je suis pour l'aspect local, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'obligeras pas toi, même personne ne m'obligera à boire du vin de Normandie, moi qui suis bordelais. Ben, il y en a, mais oui, toi tu es normand. Ouais. J'ai fait une vendange à Rouen, une fois, sur les hauteurs de Rouen. Mais je préfère boire du Bordeaux à la rigueur du Bourgogne, mais du Bordeaux. Et puis un autre élément, vous prenez le problème que vous voulez, vous produirez du lait moins cher en Normandie qu'à Montpellier. Ben, donc, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des productions qui soient faites à proximité. Mais bon. Et puis après, il y a l'autre élément, c'est je ne mangerai pas de cerises en hiver, là, pour reprendre le livre d'Alain Juppé. C'est aussi des idées locales, ça. Hein. Mais c'est à quelle échelle ça se passe? Jean, et ensuite une question en ligne, et puis une question. Ma remarque va être très courte. Moi, je suis administrateur à la Fédération nationale des jardins familiaux. Et tout ce que vous avez décrit comme tendance, on le retrouve dans les jardins. Empire parce que ça a été beaucoup plus vite. Comme il n'y avait pas d'opposition professionnelle, eh bien, les pouvoirs publics ont décrété qu'il n'y avait plus aucun produit chimique dans les jardins, que les jardiniers allaient se débrouiller tout seuls pour produire la même chose qu'avant, et on se retrouve complètement désemparé. À côté de ça, il y a des éléments que je retrouve aussi, c'est-à-dire que dans nos jardins, du fait des changements climatiques, eh bien, on voit apparaître de nouvelles espèces, et que les jardiniers qui viennent d'espaces extérieurs, d'Asie ou d'ailleurs, eh bien, ils apportent avec eux des légumes qu'on n'avait pas l'habitude de cultiver. Donc, si vous voulez, toutes les tendances que vous avez décrites, on les retrouve aujourd'hui dans nos jardins. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, mais je ne suis pas du tout surpris. Bon, j'ai un peu regardé, je peux balader dans les jardins, un jardin à moi, mais les jardins familiaux qu'il y a à Bayeux, les jardins familiaux qui se développent.
qui se développent, hein, qui ont un dynamisme. Et effectivement, c'est un laboratoire très intéressant, et notamment sur les nouvelles espèces, et peut-être aussi les nouveaux parasites, enfin, ou les espèces invasives. Hein. Mais non, mais je trouve très intéressant votre remarque. On va prendre une question en ligne et ensuite il y a Ronan et puis vous qui suivrez. Voilà, bon, alors c'est une question de Jean-René Larnicole, hein, fruits et légumes. Comment anticipez-vous l'évolution de la consommation ménage et restauration collective, notamment par l'impact du télétravail et du déficit commercial de la Fabrique France? Alors, la première partie de la question est plus facile que la seconde à répondre. Le télétravail amène de nouveaux acteurs, notamment le développement de la livraison à domicile. Et je crois que j'ai plus les chiffres en tête, j'ai lu ça quelque part, mais que dans les investissements qui sont faits tout de suite, là, dans les startups et tout ça, de ce qu'ils appellent la food tech, le plus gros aujourd'hui, c'est en gros Deliveroo, enfin tous ceux qui apportent à domicile. Et cette idée que le confinement se traduit par davantage de cuisine à la maison, etc., je crois que c'était un peu hâtif. Le télétravail conduit à davantage de consommation à la maison, mais c'est pas forcément davantage de cuisine à la maison, puisqu'il y a tout un écosystème qui est en train de se développer. Alors, dans les grands centres urbains, chez moi, si on peut se faire livrer, mais c'est moins industrialisé, mais c'est aussi les commerçants malins qui ont développé des offres un peu artisanales dans les petites villes. Moi, j'habite une ville de 15 000 habitants. Après, qu'est-ce qui est en train de se faire? Enfin, comment on peut imaginer l'aspect des fruits et légumes, hein. Vous savez qu'on importe, je crois, 40% de nos légumes et 60% des fruits. 60% des fruits, c'est compliqué à décortiquer parce qu'il faut enlever les fruits qu'on ne peut pas produire, tous les fruits exotiques qu'on consomme, et on en consomme de plus en plus. Mais bon, c'est un fait. Bon, il y a des tas de raisons. On dit toujours que c'est le coût du travail. C'est vrai, mais c'est un peu simple de dire que c'est un peu l'arbre qui masque la forêt, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des signes qui montrent. Bon, d'abord, on peut quand même difficilement imaginer que les agriculteurs de Seine-et-Marne ou de l'Oise ou du Vexin français vont se mettre tous à faire des arbres et des légumes, donc du blé. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a un gros problème de manœuvre. Notre collègue Xavier Leroux, là, qui connaît parfaitement ce sujet, il nous a fait une brillante intervention l'autre jour, puis il y a une séance bientôt là-dessus. Il y a un énorme problème. Il y a des vergers de région parisienne qui n'ont pas été ramassés parce qu'il n'y avait personne pour les ramasser cet été. Donc, et en même temps, il y a des groupes industriels, des investisseurs qui s'intéressent à cette question, en gros, des grosses ceintures urbaines. Moi, j'ai été contacté personnellement il y a l'année dernière, par un intermédiaire qui voulait voir si j'étais prêt à accompagner un groupe qui voulait acheter, mais j'ai dit, mais vous raisonnez complètement. Le mec, il voulait acheter plusieurs milliers d'hectares pour faire des fruits et légumes en région lyonnaise. J'ai dit, mais attendez, ça n'a pas de sens. Investissez pour trouver des exploitations de taille moyenne, mais vous n'allez pas faire 1000 ou 2000 hectares de légumes tout seul en bordure de Lyon ou de Paris. Économiquement et techniquement. D'abord, j'ai dit, vous n'arriverez pas à trouver 1000 hectares contigus pour l'organiser. J'ai dit, par contre, et je vois dans tes yeux, mais je perçois ta pensée que je partage. C'est pas parce que c'est gros que c'est pas bien. Je lui ai dit, mais là, essayez, si vous avez beaucoup d'argent pour investir, faites-le, mais organisez des grappes que vous pilotez, auxquelles vous apportez des connaissances, auxquelles vous apportez de l'appui, éventuellement une technologie de transformation, mais faites pas une ferme de 1000 hectares de légumes en bordure, vous ne trouverez pas, c'est trop compliqué. Donc, il y a des gens qui se posent la question, hein, parce que l'idée de 50% de local dans les cantines et 20% de bio, le principal problème aujourd'hui, c'est le sourcing. Hein.
Donc, c'est pas compliqué à comprendre. Bon, il y a un problème de prix. Les communes s'en sortent aujourd'hui en réduisant les gaspillages, bon, puis ils vont augmenter petit à petit. Puis là, l'inflation permet aux maires de faire passer des augmentations. Enfin, je vois chez moi, ça ne m'a pas loupé. Mais je ne vais pas faire de politique. Mais derrière, il y a un problème d'industrialisation, il y a un problème d'échelle, et il y a des opérateurs qui vont se lancer là-dessus. Il y a quelques grandes exploitations céréalières qui sont en train de se transformer. Il y en a qui l'ont déjà fait, hein, qui ont compris le marché, qui s'y mettent. Mais c'est compliqué. Oui. Bonjour, Ronan donc, de FITEIS. Je vais revenir un petit peu sur l'élevage. Mon métier, c'est plutôt la protection des cultures, mais je vais y revenir d'une certaine façon. Alors, j'aime bien la notion d'odyssée parce qu'effectivement, la notion d'odyssée parce qu'effectivement, on connaît le but. C'est végétal, ça vous parle. Ouais, on connaît le but, mais par contre, le chemin, on va le découvrir au fur et à mesure et on sait qu'il sera chaotique. Non, je voulais revenir parce que vous avez dit, en fait, on va effectivement vers un chemin où on va moins consommer de viande du fait du vieillissement de la population et du fait aussi que le végétarisme, enfin, différentes formes dans la jeunesse, ça se développe beaucoup et il y a quand même un changement de comportement assez net. Et vous dites, ça va libérer de l'espace. Alors moi, j'ai une interrogation, je ne suis pas spécialiste de la question de l'élevage, mais il me semble que d'abord, on importe de plus en plus de viande, notamment du poulet, des choses comme ça, et qu'on importe beaucoup d'alimentation animale aussi. L'alimentation animale importée représente une grande part. Et je reviens à cette notion de local, on importe finalement plutôt du bas de gamme et on produit du haut de gamme. Est-ce qu'on va réussir finalement, en consommant moins de viande, à maintenir nos élevages, à maintenir des élevages de qualité, à maintenir des élevages notamment dans les zones où on ne peut pas faire autre chose, notamment ruminants, dans les zones de moyenne montagne, etc. Ou est-ce qu'on va plutôt vers un modèle où, alors effectivement, ça va libérer de l'espace si on n'a plus besoin de prairies ou de maïs en silage, hein, c'est clair, mais voilà, où ça va nous mener et est-ce que finalement, le chemin idéal, ce ne serait pas de réduire nos importations de viande ou les Brésiliens ou je ne sais quoi, pour favoriser la viande de qualité qu'on pourrait produire chez nous avec, par contre, en y consacrant des espaces de pâture, etc. Et je reviens donc sur la notion, parce qu'évidemment, tous ces espaces qu'on pourrait libérer seraient réoccupés par des cultures végétales à destination humaine. Donc, est-ce que c'est de la grande culture? Est-ce que c'est du maraîchage? Et puis, je pense qu'un des drames de la biodiversité, qui est quand même un des sujets qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, de la perte de biodiversité dans les zones agricoles, c'est justement lié au recul de l'élevage, avec moins de pâture, moins une manque de diversité des assolements et des grandes parcelles, quoi. Voilà. Ce que j'allais dire, il y a la question du parcellaire. Voilà. Quel est le chemin par rapport à ça? L'influence de la baisse de la consommation sur l'agriculture demain. Juste sur la question du parcellaire, effectivement, c'est une vraie question sur la question de la biodiversité. Et ce que je lis, ce que je discute avec les collègues de l'INRA, c'est aussi une question de régulation naturelle des prédateurs, des parasites, qui est plus compliquée quand le parcellaire est très large, quand la maille est très... Donc avec ces idées de réduire la taille des parcellaires. Et j'en parle, je ne l'ai pas évoqué, mais j'en parle aussi, cette idée, moi je crois que les frontières de l'exploitation agricole seront beaucoup plus floues qu'aujourd'hui. Et que notamment, pour organiser les régulations et la lutte contre les parasites, un agriculteur demain aura sans doute des parcelles plus petites et ne gérera pas tout seul son assolement. Un peu comme les multiplicateurs de semences. Ils seront dépendants de ce qui est fait à côté de chez eux. Et il y aura sans doute des coordinations plus fortes. Ce n'était pas le fond de votre question. Sur les productions animales, 2/3 des surfaces agricoles françaises sont consacrées aux productions animales. Et en Europe aussi, 2/3. Si je prends les prairies, si je prends les céréales qui passent dans l'alimentation des granivores,
et si je prends le maïs en silage et les prairies artificielles. Donc, ça représente les 2/3 aujourd'hui de la surface agricole française. Donc, c'est sûr que cette évolution dans la consommation, où en gros on consomme 2/3 de protéines animales, 1/3 de protéines végétales, on nous dit il faudrait moitié-moitié, les extrémistes disent il faudrait 1/3, 2/3 dans l'autre sens. Mais bon, ça va bouger. Les questions du climat, les questions que vous évoquez, tout ça amène, c'est pour ça que ça me paraît une question centrale, amène à se poser énormément de questions sur l'élevage. Si on consomme moins, on peut se dire, on supprime l'importation. On est quand même dans un marché libre, hein, on va pas réinventer le Gosplan. Du moins, là, par contre, je ne le souhaite pas. Mais pour moins importer, ça veut dire qu'il faut qu'on consomme autrement. Si je prends par exemple la viande bovine, nous consommons très peu de viande d'origine mâle. Nous exportons, parce que nous ne consommons pas. On consomme très peu de gibier, de jeunes bovins. C'est exporté, en broutard ou en animaux finis. Donc ça demande une évolution de la consommation, de dire on est potentiellement autosuffisant en élevage bovin. Hein, on est même structurellement exportateur, mais on est importateur de la viande que l'on consomme, de la viande bovine que l'on consomme. Parce qu'on consomme des femelles, on exporte les mâles. C'est un peu schématique ce que je dis. Et puis voilà. Puis il y a l'autre élément, c'est que historiquement, on importait des arrières et on exportait des avants. Et aujourd'hui, c'est le contraire. En 20 ans, ça a bougé. Pourquoi? Parce que la moitié de la viande bovine que l'on consomme, c'est du steak haché. C'est les avants. Et donc, ça veut dire derrière, excusez-moi, et ça veut dire derrière, ça sert à quoi? Et je suis ravi, moi, quand je me balade au sommet de l'élevage ou dans les montagnes du Massif central, sur ces magnifiques animaux, mais c'est pas ça qu'on consomme aujourd'hui. Et ça amène derrière, et j'ai tout un chapitre là-dessus, se dire, mais demain, est-ce qu'il faut continuer à avoir des animaux spécifiquement pour la viande, ce qui est une particularité française et irlandaise, et je parle de européenne américaine, et est-ce que demain, on n'est pas plutôt sur des croisements et de consommer de la viande issue du lait, qui est d'ailleurs la viande issue du lait qui fait le prix de la viande issue de la viande. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont bousculées derrière tout ça. Je suis désolé, on va être un peu frustré de ta contribution parce qu'on n'arrivera pas à couvrir tous les sujets dans le détail tel que vous le souhaiteriez, mais vous auriez d'autres occasions de contacter Jean-Marie et de l'inviter dans vos assemblées générales et de le faire contribuer. Il reste 2 questions et il reste 10 minutes. Donc, il y a une question en salle et une question en ligne. Oui, bonjour, Jean-François Moll, section 8. Merci pour cet exposé. Il se trouve que j'anime en ce moment un groupe à l'Académie ouvert, très largement ouvert sur l'extérieur, sur l'avenir de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Et évidemment, on est quelle agriculture? De quelle agriculture parlons-nous? Donc, votre contribution va être importante. Pour nous, une remarque de détail. Faisons attention à ne pas justifier les surcoûts du bio par une réduction des gaspillages. Tout simplement parce que la réduction des gaspillages, on peut le faire aussi sur la production conventionnelle dans les cantines. On dit le bio, c'est plus cher, mais on va réduire le gaspillage. Et si on réduit le gaspillage, ça réduit aussi sur l'autre. Donc, la comparaison des prix est simplement translatée. Oui, non, oui, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'un gestionnaire de cantine publique, quand il achète du bio, ça lui coûte un petit peu plus cher. Et donc, non, mais ça, j'ai compris. Il réduit faire les réductions de gaspillage sur le conventionnel aussi. Mais non, mais il réduit le gaspillage du conventionnel de sa cantine pour pouvoir se payer du bio. Mais ça, c'est un truc qui marche. Moi, j'ai été élu local. Hein. Je leur dis, mais ça, tu vas le faire, mais ça va durer un moment. Mais après, tu pourras plus. Bon, voilà. On est d'accord. Quand tu vas être arrivé à l'os, tu pourras plus. Alors, plus important, 2 remarques, enfin, une question. Vous avez dit à juste titre, on est passé d'une agriculture qui résolvait des problèmes ou qui améliorait des facteurs de production à une vision plus systémique. Et ça serait ça l'agroécologie. Mais ça s'appelait aussi l'agronomie. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, on en fait des gorges chaudes, mais faisons de l'agronomie. Non, c'est une remarque. Alors maintenant, plus fondamental pour moi, je suis sensible à la transmission et à l'installation des jeunes.
on a 100 000 exemples dans des secteurs industriels ou économiques variés, où quand on a rompu la chaîne de la transmission, la chaîne des imaginaires, la chaîne des savoir-faire, la chaîne des projets, c'est extraordinairement difficile à rétablir. Bon. Et je crains qu'on soit en face de ça vis-à-vis des jeunes agriculteurs. Alors, il y a 3 conséquences dans ce que vous avez dit, enfin, qui m'ont inspiré. D'abord, attention aux calculs qui se basent sur les moyennes, comme vous l'avez dit, voire sur les écarts, parce que ces calculs sont entachés d'une prise en compte d'une queue de comète qui peut être importante au point de vue démographique. Il y a encore des agriculteurs qui, âgés, tout à fait respectables, je ne fais pas du jeunisme, etc., mais qui ne peuvent pas représenter, dont le modèle ne peut pas représenter un avenir ou une espérance pour les jeunes agriculteurs et qui pourtant sont pris en compte dans les comptes, qui vont peut-être diriger les décisions des jeunes. Donc, essayons de nous focaliser sur c'est quoi le métier d'un jeune agriculteur qui s'installe aujourd'hui. Et attention à nos lycées agricoles. Dans le groupe que j'anime, il y a quelqu'un qui connaît particulièrement bien l'enseignement agricole qui dit en gros aujourd'hui dans les lycées agricoles, c'est très orienté vers le bio et presque seulement le bio. Le bio a toute sa place, il y a un marché, il ne s'agit pas de faire une guerre bio, anti-bio, mais simplement n'engageons pas les jeunes sur des fausses pistes. Le Conseil régional Île-de-France avait fait une étude intéressante il y a 3 ou 4 ans sur le bilan 10 ou 15 ans après de l'agriculture de ville ou de proximité, je ne sais pas comment il l'appelait, qui montrait le désastre économique des jeunes qui s'étaient installés, qui s'étaient engagés dans cette piste, qui était très sympathique. Mais soit ils avaient mis la clé sous la porte, ils étaient endettés, soit les meilleurs arrivaient à se payer au SMIC. Donc attention aux fausses pistes, attention aux queues de comète, et puis attention à un facteur qu'on ne prend pas en compte, qui est l'évolution des tailles d'exploitation. Parce que ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est quand il n'y a pas de repreneur, l'exploitation administrativement, facialement, elle continue dans les dossiers PAC, etc., alors que elle se regroupe avec d'autres exploitations pour un système commun, le développement des ETA et des entreprises de travaux agricoles. Et c'est une situation tout à fait favorable parce que, je dis n'importe quoi, l'exploitation de 70 hectares qui va être finalement gérée au sein d'un pool de 2000 hectares aura les moyens de se payer des mécanisations, des experts, un certain nombre d'outils que l'exploitation individuelle n'avait pas. Et pourtant, nos comptes et nos analyses se fonderont sur des statistiques qui diront, bah oui, l'exploitation de M. Dupont de 70 hectares, elle existe toujours. Elle existe toujours administrativement, elle n'existe pratiquement plus agronomiquement ou industriellement. Donc, faisons attention à tout ça. Et si on doit vraiment se focaliser sur est-ce qu'on aura encore des agriculteurs en 2041? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont envie... Est-ce qu'on va avoir des jeunes qui auront envie de s'installer et pas de s'installer massivement dans le bio? Parce que le bio, comme ça a été dit, si les industriels... Moi, je suis un ancien du groupe Danone. Le groupe Danone, il fait du marketing. S'il y a un marché du bio, il lance du bio. Il n'est pas là pour convaincre la terre entière de théories diverses et variées. Mais... simplement, on est bien obligé de reconnaître que quand on aura fait 10% de nos apports agricoles en bio, on plafonnera un petit peu, on n'est pas des spécialistes du bio. Donc, on est bien obligé de travailler sur les 90. Et les 90, c'est un truc de Faber, agriculture régénératrice. On parlait en introduction de sujets complexes. Vos points l'illustrent tout à fait. Et on aurait envie d'approfondir et de discuter collectivement sur ces questions-là. Malheureusement, il ne reste que 3 minutes avant la prochaine session d'une section de l'Académie. Et je crois qu'il reste une question dans les participants à distance. Constant? Non. Juste répondre juste sur un mot à Jean-François Moll par rapport au lycée agricole. Je partage complètement ce que vous dites. Et j'en suis mari chagrin. Je pense que dans les lycées agricoles, on ne devrait pas apprendre l'agriculture conventionnelle, on ne devrait pas enseigner l'agriculture biologique. Pour moi, ça n'a aucun sens. On doit apprendre la zootechnie, l'écologie scientifique
l'agronomie, et non pas la phytotechnie. Bien sûr. J'ai proposé à plusieurs reprises dans cette enceinte de supprimer le mot agriculture biologique. Parce que je pense que, parce que même l'agriculture la plus industrielle et la plus mécanique et la plus chimique est quand même un processus fondamentalement biologique. Donc, je trouve que c'est une usurpation de concept. Bien sûr, tout est biologique. Voilà, et qu'à ce moment-là… Gardaren le Larzac. Voilà. Mais non, juste, il y a, je ne sais plus où, dans mon bouquin, en gros, je dis que, à mon sens, l'agriculture biologique va disparaître. Exactement comme concept. Parce que les processus biologiques sont de plus en plus pris en compte et l'idée même de l'agriculture biologique n'aura plus de sens. Il y a un rapport très intéressant du CGER sur ces questions-là. Il faudrait, qui a été présenté d'ailleurs à l'Académie. Mais voilà. Il est dommage qu'on ne lise pas Humboldt. Il est dommage qu'on ne lise pas un certain nombre de nos anciens. Il est dommage qu'on ne soit pas au courant de la diatribe qui a opposé en son temps Pasteur, dont on fête le 200e anniversaire, et Liebig, qui se sont retrouvés finalement sur le concept de maîtrise d'un processus vivant. Et je pense qu'on est face à un trou culturel d'une certaine manière. Comme tu le disais tout à l'heure, et alors je suis bien placé pour le savoir, l'agronomie reste une discipline de base, fondamentale pour avancer sur toutes ces questions-là. Et si on fait pas ça, on va raconter n'importe quoi et on va prendre des termes de marketing, comme tu le disais tout à l'heure, pour des concepts moteurs. Et je trouve qu'un intérêt de ton livre, c'est de nous inviter à réfléchir sur ces questions-là. Et méfions-nous de l'industrie que j'ai. L'opportunisme marketing est total. Oui. Il ne faut pas de politique publique, les mecs. Ils font des marchés, ils font des chiffres d'affaires, des cours de bourse. Constant, il restait une question en ligne. Non, il n'y a pas de question, mais moi j'ai 3 remarques qui vont dans le même sens. C'est que quand on est allé en Suisse, quand on a entendu Danone, quand je suis allé là en Andalousie, la responsabilité sociale des entreprises, RSE, comment Nestlé, comment Danone, comment Carrefour, aujourd'hui par rapport à Almeria, comment sur ces 35 200 hectares de mer de plastique qui fait des fruits, enfin surtout des légumes, les tomates, les concombres qu'on consomme, comment aujourd'hui ils imposent les normes sociales, les normes environnementales, que ce soit bien sur l'eau, que ce soit bien sur le travail, comment ils le font. Donc là, c'est le problème d'image. Donc, je crois que l'idée RSE que tu as soulevée, je crois qu'il faut vraiment se dire que ça devient important. Et bilan carbone. Et bien sûr, on viendra au bilan carbone, on viendra au bilan eau, et on viendra au bilan sol, activité des sols. Donc, je crois qu'il faut qu'on y soit bien conscient. Le deuxième élément, c'est la différenciation. Moi, je suis frappé du nombre d'exploitations petites, grandes et moyennes qui font de la bière à la ferme, qui font du porc-paillou, qui font du lin taillé, qui font, etc. Quel que soit le produit, c'est qu'il y a une différenciation, mais quelle organisation derrière? Ça peut être du direct, proximité. Moi, j'ai quand même l'image du whisky. Vous voyez le nombre de marques de whisky sur la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse. Sachez quand même que le groupe Pernod Ricard en possède au moins la moitié. Donc, réfléchissons au travail à domicile, comme tu l'as fait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, qui peut remaîtriser et qui peut recapter l'initiative individuelle et soyons bien conscients de l'état du marché. Troisième élément, c'est là aussi, en revenant d'Espagne, c'est de se dire que tous les projets stratégiques de l'agriculture qui sont faits par chacun des pays, quel devenir? Et je crois qu'il faut regarder cet aspect politique parce que quand je vois qu'aujourd'hui, il y a une différenciation des aides en Espagne avec le nouveau projet stratégique qui va décroître en fonction de la surface, ce que la France n'a pas osé faire. Il y a aussi l'idée que quand il y a un membre qui est devenu retraité, âge de retraite, n'aura plus droit aux primes quand il aura l'âge de retraite. Espagne. Regardons les autres pays, et à mon avis, il y a aussi en germe
une différenciation des politiques publiques, regardons un peu au niveau européen. Merci Constant pour cette conclusion. En ce qui me concerne, je crois qu'on peut se réjouir d'avoir permis à Jean-Marie d'introduire son ouvrage, parce que manifestement, il soulève un nombre de questions qui nous sensibilisent tous, malgré nos différences d'intérêt ou nos différences d'expertise. C'est dire si le sujet est d'actualité et probablement que les prospectives sont importantes dans ce domaine sensible ou dans ce domaine sensible de l'environnement et de l'alimentation. Je vous dis, pour rester positif, rendez-vous pour un nouveau petit déjeuner en 2041 où nous aurons probablement plus d'éléments pour vérifier dans quelle mesure les prophéties de Jean-Marie étaient justes. Voilà. Mon retour à tous.